Revendiquer le droit d'avoir un logement accessible, ce n'est pas simplement penser à la cellule de vie, cuisine, salle de bain et une chambre, mais aussi penser que la personne en situation de handicap doit avoir accès à la chambre de ses enfants, ou de ses frères et sœurs, ou de ses parents. Quand une personne en situation de handicap ne peut aller au cinéma car une salle n'est pas accessible, c'est aussi son conjoint, conjointe, ou autre qui est privé de cinéma, et qui, si cela se répète, va préférer aller au cinéma avec d'autres. Dans une famille où deux personnes sont en situation de handicap, on traite le dossier de monsieur X et de madame Y, ou de l'enfant Z ou du frère T, séparément, et ceci même quand on fait des demandes pour un véhicule adapté. La présence de deux personnes en situation de handicap dans une même famille n'est jamais prise en compte dans l'évaluation des besoins, et franchement, lorsqu'on vous propose au final l'adaptation de deux kangourous, ce n'est quand même pas une réponse adéquate. De même, on constate de façon récurrente une sous-évaluation des besoins en aide humaine de la personne en situation de handicap sous le prétexte de la présence d'un membre de la famille, conjoint et ou parent au domicile. Le membre de la famille, parent et ou conjoint est considéré de fait comme aidant familial, sans que ni lui, ni la personne à qui il vient en aide ne l'ait choisi, ni même demandé en termes de salariat ou de dédommagement. C'est considéré comme normal. Et les exemples peuvent être multipliés à l'infini. Les revendications que nous portons, les actions que nous menons, que ce soit sur l'accessibilité, la compensation, la parentalité, la vie en établissement, la scolarité, les parcours de vie, la vie affective et sexuelle, l'éthique, abordées avec ce prisme famille, en tenant compte des situations des parents d'enfants en situation de handicap, des parents en situation de handicap et des proches de personnes en situation de handicap, s'inscrivent dans la prise en compte de la dimension familiale du handicap. Et c'est ce que propose la CNPF aujourd'hui dans sa nouvelle configuration. Une nouvelle organisation au plus près des préoccupations de ses adhérents. Il s'agit donc de faire évoluer ces règles de composition, de fonctionnement et d'organisation pour mieux définir à tous les échelons la place, la fonction, les besoins, l'accompagnement des familles dont l'un des membres est en situation de handicap, quelle que soit sa place dans la famille et son handicap. Il s'agit aussi d'assurer un ancrage local et régional via les CAPFR et les CAPFD. Il s'agit enfin de s'adapter à l'évolution des publics amenés à intégrer l'association, notamment l'incorporation d'Ondas en 2011. Pour conclure, la proposition d'orientation qui va vous être présentée en suivant est issue d'un large consensus de l'ensemble des élus, des groupes de parents d'enfants en situation de handicap, du groupe des parents en situation de handicap et du groupe des proches actuels. Cette proposition se décline à la fois à l'échelon local, régional, national, dans un souci de proximité et de prise en compte au plus près des préoccupations qui sont les nôtres, qui sont les vôtres. Merci. Merci. Donc, sur proposition des membres de la Commission nationale politique de la famille, le conseil d'administration propose l'orientation suivante dont vous a parlé Fiametta. Les adhérents de l'APF réunis en Assemblée générale de l'Association de Paralysés de France, nous sommes toujours le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand, décident de l'évolution de la Commission nationale politique de la famille auprès du conseil d'administration selon les modalités exposées dans le document Évolution de la CNPF. À l'avenir, il appartiendra au conseil d'administration en concertation avec les élus des trois groupes nationaux, parents d'enfants en situation de handicap, proches, parents en situation de handicap, de définir l'évolution de cette commission nationale en fonction des orientations de l'association. Vous avez donc toujours le 1, le 2 ou le 3. Le vote est ouvert concernant cette orientation. 1, 2 ou 3 selon que votre réponse est oui, non ou que vous vous abstenez. Et on va monter le curseur vert comme depuis ce matin. La moitié des boîtiers ont été déjà validés et activés. Il reste une cinquantaine, une petite cinquantaine. Allez, 1, 2, 3, selon que vous acceptez, que vous refusez ou que vous vous absteniez concernant cette orientation pour la Commission nationale de la politique
famille. Je crois que tout le monde a pu voter, d'après ce que je vois. Est-ce que tout le monde a pu voter? Oui. Donc le vote est clos et nous attendons les résultats du vote de la CNPF. 436 pour. Passons donc maintenant à la Commission nationale Action Revendication avec Thierry Chou. Enfin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Thierry Champagnat, je suis membre du conseil APF de l'Allier et du CAPFR Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis également membre de la CNAR depuis 2012. Donc j'ai été désigné, volontaire mais désigné quand même, pour vous présenter le bilan de la CNAR et les propositions d'évolution. J'en profite avant de commencer pour excuser Bernard Avon, qui est membre du CAPFD du Doubs et qui est l'animateur de la CNAR. Donc vous l'aurez compris, je suis le remplaçant de service, mais volontaire. Alors, en ce qui concerne le bilan, donc après 3 mandats de la CNAR, qui a été installée la CNAR en 2008, les membres de cette commission sont unanimes sur un certain nombre de points que je vais vous citer. Donc le premier point, c'est la nécessité d'un lien fort entre le conseil d'administration et le réseau pour une co-construction des revendications de l'association et des stratégies d'action. Le deuxième constat, c'est que la commission nationale n'a pas pu apporter l'éclairage qu'elle aurait souhaité au conseil d'administration, puisque son rôle était d'apporter cet éclairage, alors en raison de réunions souvent trop espacées et d'un décalage dans le temps entre les réflexions de cette commission et l'actualité. C'est vrai que quand on se réunit pas très régulièrement et qu'il y a l'actualité et qu'on veut coller l'actualité, ben ça ne fonctionne pas. Ensuite, la difficulté pour les membres de la CNAR d'échanger en CAPFR. Alors c'est vrai que l'idée de départ, c'était que les membres de la CNAR puisent des informations au niveau des CAPFR, s'appuient sur les CAPFR pour s'organiser, et ensuite fassent remonter. Le problème, c'est que c'est un thème qui a toujours été extrêmement difficile à introduire dans les ordres du jour des CAPFR, les ordres du jour étant déjà souvent suffisamment complets. Donc la proposition d'organisation que fait la CNAR, donc l'ancienne CNAR, Commission nationale d'action revendication, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important de le dire, donc propose une organisation décentralisée et avec un lien renforcé entre les régions et le CA. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, afin de renforcer la contribution des acteurs de terrain pour définir les revendications de l'APF et arrêter des stratégies d'action en lien étroit avec le conseil d'administration, les membres de la CNAR proposent plusieurs choses. Une organisation décentralisée au niveau de la région, une présence active d'administrateurs référents auprès des CAPFR pour suivre les travaux et faire remonter au conseil d'administration, et une relation directe entre les référents actions et revendications et la commission des droits fondamentaux et de la participation sociale du CA. La mise en place de ce nouveau dispositif implique donc la fin de la commission nationale telle qu'elle est aujourd'hui pour la déporter donc au niveau régional. Les modalités de mise en œuvre, il y a 2 scénarios envisagés. Le premier, c'est que si la commission, le CAPFR, souhaite déléguer cette nouvelle compétence à une commission spécifique, eh bien, il aura la possibilité de le faire, mais le CAPFR peut aussi s'en emparer directement au sein de l'organe existant sans créer de commission. Derrière tout ça, il y a une volonté de rendre les CAPFR et à travers cette CNAR animateurs de leur territoire, et il serait souhaitable, il faudrait qu'on arrive à créer
des réseaux de personnes ressources au niveau des territoires, au plus près des conseils APF départementaux, donc au plus près de nos adhérents, pour faire remonter tous les thèmes de revendication, tels que l'accessibilité, l'éducation, l'emploi, la formation, et ainsi de suite. Vraiment puiser au plus près de nos adhérents, et le plus près de nos adhérents, on le sait bien, ce sont nos délégations. Ces personnes ressources seraient également, ces personnes ressources qui seraient identifiées, animées au niveau du Conseil APF de région et de l'ACNAR, alors qu'on pourrait appeler CRAR, seraient articulées avec un réseau thématique national qui, lui, est animé par le conseil d'administration et par les conseillers nationaux de la direction générale. Voilà l'idée. Alors, cette perspective a déjà été envisagée au niveau du CAPFR Auvergne-Rhône-Alpes. Je devrais dire, ouais, je suis d'Auvergne, mais vous voyez. Donc c'est CAPFR Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette idée avait été envisagée pour deux raisons. D'abord, l'étendue du territoire. Donc en Rhône-Alpes-Auvergne, on a décidé de créer une commission action-revendication avec le constat que le territoire de la nouvelle région, avec 12 départements, il fallait limiter le nombre de réunions, et d'autre part, le nombre d'élus du CAPFR 21 ne nous permettait pas, à notre idée, de travailler en dehors d'une commission. Donc l'idée, ça a été de créer une commission au niveau de ce CAPFR, donc une commission qui existe aujourd'hui. Cette commission est animée par un référent, et elle a au moins 3 objectifs qui sont très proches de ce qui vient d'être dit. Porter les revendications spécifiquement régionales. On a traité de l'accessibilité des stations de ski, puisqu'il y a plusieurs stations de ski en Auvergne-Rhône-Alpes. L'autre point, c'est créer et animer un réseau régional de personnes ressources en fonction des thématiques et en s'appuyant sur les CAPFD, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance vraiment de se rapprocher des territoires. Et enfin, l'idée de cette commission, c'est effectivement d'alimenter la réflexion nationale, pour que les revendications nationales soient des revendications portées également par les territoires. Voilà, cette commission doit se réunir. En général, on essaie de se réunir assez peu physiquement, mais il y a tous les moyens qu'il faut aujourd'hui, la visioconférence et autres, pour pouvoir travailler. Voilà en quelques mots et très rapidement la présentation. Merci. Oui. Nous allons donc mettre au vote cette orientation. Les adhérents de l'APF réunis en Assemblée générale le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand décident de remplacer la Commission nationale Action et Revendication par une organisation régionale en lien avec les conseils APF de région et les conseils APF de département. Le conseil d'administration définira en lien avec ces CAPFR les modalités de cette organisation régionale. Toujours le même principe, oui, non, abstention, 1, 2, 3, le vote est ouvert. Vous pouvez donc vous exprimer en appuyant sur la touche de votre choix, le oui, le non ou l'abstention. Et le curseur vert que nous avons maintenant bien identifié évolue. 171 boîtiers ont été activés, ça grimpe un peu. Allez, encore quelques-uns. Certains n'ont pas encore répondu, il en reste encore quelques-uns. Est-ce que vous avez pu voter? Tous? Encore? Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Est-ce que quelqu'un a un problème pour voter? Non, aucun. Et bien donc le vote est clos. Et dans une dizaine de secondes, nous allons avoir le résultat, 377 voix pour.
La résolution est donc adoptée. Alors l'APF propose la création d'un observatoire de démocratie APF. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, je vais laisser la parole à Jacques Zetoun. Bien, mes chers amis, pour répondre à la question, pourquoi un observatoire de la démocratie à l'APF, je commencerai par un peu d'histoire. En 1997 a été adoptée la charte de l'APF. En 2000, le premier projet associatif Ensemble Agir invitait les adhérents à se mobiliser. En 2013, une étape ô combien importante, au Congrès de Toulouse a été adoptée la démarche Démocratie Ensemble, qui définissait les principes d'une démocratie participative et créait une nouvelle organisation politique de l'association avec la mise en place d'instances représentatives locales. En 2006, le projet associatif Acteurs et citoyens avait pour objectif une participation des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la société. Enfin, en 2011, le projet associatif Bouger les lignes, pour une société inclusive, a la mission d'impliquer davantage tous les acteurs de l'association en s'appuyant sur la charte, le plaidoyer et les projets associatifs précédents qui avaient rencontré certaines limites. Ce projet porte sur la période 2012-2017, notamment, il a notamment pour ambition de développer une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique, c'est la troisième orientation du projet, en renforçant les liens entre les acteurs, en apportant du soutien aux élus, en imaginant une organisation plus transparente, plus réactive et plus participative. Et ce sont les objectifs 1 à 4 du projet associatif. Or, dès 2013, dans un contexte certes difficile, un petit groupe d'adhérents proteste auprès du conseil d'administration du mauvais fonctionnement de la démocratie interne en un bref constat et exprime la demande d'un renforcement de cette démocratie par notamment une définition des missions de chacun, de la reconnaissance et du soutien des élus, une meilleure communication interne, plus de transparence. Force a été de constater que ces demandes, qui s'inscrivent dans le droit fil du projet associatif, constituaient en réalité un appel à la mise en œuvre effective de ce projet. Cette mise en œuvre devait donner lieu à une évaluation du dispositif démocratique afin de proposer des améliorations. Améliorations répondant bien sûr aux objectifs assignés par ce projet et aux demandes exprimées par les adhérents vigilants et exigeants. C'est la mission que vous avez confiée au comité UNED pour une nouvelle étape de démocratie ensemble à l'Assemblée Générale de Chartres le 29 juin 2013, 10 ans après le congrès de Toulouse. Se fondant sur le résultat d'un questionnaire auprès des adhérents et de la rencontre de plus de 250 élus, ce comité a dressé un état des lieux, a mis en avant 10 orientations et proposé d'engager 5 chantiers. Ces conclusions ont été présentées à l'AG d'Amiens en 2014. La mise en œuvre de ces chantiers a été confiée à un groupe de travail dénommé Démocratie Ensemble. Nombre des préconisations de la mission UNED ont donné lieu à des actions dont 90% sont d'ores et déjà entamées et la moitié déjà réalisée. Pour autant, il a semblé au groupe de travail puis au conseil d'administration qu'à côté des réflexions en cours sur la réforme des statuts et sur la communication, il convenait d'aller plus loin dans l'évaluation de nos pratiques démocratiques sous 2 formes. Le projet d'un guide de bonnes pratiques mené par des CAPFR et des CAPFD et la création d'un observatoire de la démocratie à l'APF.
l'APF s'est constituée progressivement. La création de l'Observatoire de la démocratie représentera donc une étape de plus dans la démarche vertueuse que nous nous sommes assignés, notamment depuis le Congrès de Toulouse. La proposition qui vous est soumise repose sur les réflexions du groupe de travail et les auditions qu'il a menées de 2 personnes qualifiées, extérieures à l'association et qui ont une longue expérience de la démocratie associative. Elle repose également sur les échanges qui ont eu lieu avec les représentants des CAPFR. Ont été auditionnés Michel de Tapol, ex-vice-président de France Bénévolat. Il est actuellement administrateur de la Fonda, membre du Haut Conseil de la vie associative et administrateur de Ressources et Solidarité. La deuxième personne auditionnée est Jean-Claude Devez, qui est ingénieur agronome. Il a travaillé à l'Agence française de développement durant 33 ans. Il est vice-président de démocratie et spiritualité. Il est l'animateur de l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique, créé par le Pacte civique en 2012. Quel est le rôle de l'Observatoire? Bien, observer pour voir, réfléchir ensemble sur quoi porter ses travaux. Cette démarche s'inscrit dans un processus de construction au service de la charte, du projet associatif, des acteurs. Identifier les conditions du bon fonctionnement de la démocratie, faire des hypothèses d'amélioration. C'est l'Observatoire qui choisira l'objet de son observation et les thèmes qu'il étudiera chaque année. Il sera doté de moyens d'investigation et tire sa légitimité de votre Assemblée générale. Nous avons besoin d'un autre regard sur nos pratiques démocratiques, un regard porté par un organe indépendant et permanent, animé par des personnes extérieures, croisées à un regard d'acteurs de l'association. Ces réflexions et propositions constitueront bien sûr des matériaux pour les travaux menés dans le cadre de différents chantiers en cours, engagés depuis 2013. Je vous remercie. Merci Jacques Zetoun, je vois une main levée, si on peut apporter un micro. Merci. Je ne pense pas que le temps de présentation fasse partie de la minute, donc je suis Jean-Marie Vipré, adhérent de plus de 20 ans, père d'une jeune femme infirme motrice cérébrale, élu départemental 25, enfin le Doubs, depuis 2012. Au titre des familles, enfin des représentants des familles dans le CAPFD, contraint de nos statuts, et j'avoue ne pas avoir été approché malgré ce statut dans le cadre de la démarche dite tout à l'heure d'ouverture ou ouverte de réforme de la Commission nationale des parents des familles. Je pense que ça pourra encore être rectifié. Je suis signataire de la motion dont il a été question ce matin, et cette motion demandait que ce soit la présente Assemblée générale qui valide et précise la suite du processus de réforme de nos textes fondamentaux. Vous avez, avec l'autorisation de Prosper Teboul dans cette salle, au fond de la salle vers les autres documents, le texte de cette motion. Mon intervention, en une minute, je ne peux pas faire beaucoup de dentelle, même dans la région du Puy, mais je veux dire quand même les choses suivantes. Bien que le travail effectué, déjà, soit important et tout à fait respectable, et corresponde en grande partie aux attentes de tout le secteur associatif, les signataires de cette motion et moi-même, nous appelons à ne pas voter la proposition concernant l'Observatoire de la démocratie. Pourquoi? Parce que ce vote ici, à l'Assemblée générale de Clermont, le 25 juin 2016, est clairement contradictoire avec le calendrier même que le Conseil d'administration a fixé, qui consiste à réformer les textes fondamentaux de notre association au cours d'une assemblée générale qui aura lieu en 2017. Il est prématuré, et c'est nous qui le disons, il est prématuré de statuer sur un tel observatoire avant que le débat ne se soit déroulé jusqu'au bout, d'autant plus que sur ce point, malgré la qualité des travaux qui ont déjà été effectués, il existe des propositions importantes
peut-être dans certains cas plus contraignantes en ce qui concerne le contrôle de la vie démocratique de l'APF, qui ne sont pas intégrées actuellement dans le document soumis et qui n'ont pas encore pu être exposées à l'ensemble de l'association. C'est pourquoi, au nom des signataires, mais au nom de moi-même également, je demande à l'Assemblée générale de ne pas voter, c'est-à-dire de voter soit sous la forme contre, soit sous la forme abstention, son souhait de voir ce débat se poursuivre jusqu'au moment où les textes fondamentaux pourront être révisés, parce que l'Observatoire de la démocratie, c'est une partie de nos statuts et de notre règlement intérieur qui ne peut pas être traité de cette manière avant même que les CAPFD aient pu être consultés. Merci. Jacques Zetoun. Oui. Je suis étonné de cette intervention, qui n'est pas une question, mais qui est une déclaration. Je voulais simplement... je m'étonne pour deux choses. D'abord parce que cet observatoire de la démocratie va dans le droit fil des revendications qui sont faites ici ou là, notamment par les signataires de cette motion. Donc, il n'y a pas de contradiction entre cet observatoire et la motion que vous avez soumise. En dehors de ça, sur la motion, nous avons fait une réponse. Pascal Ribes, ce matin, a déjà expliqué dans quelle mesure il n'était pas possible de tenir compte de cette motion. Donc, le CA est souverain pour choisir les motions, certes, mais ça ne le dispense pas de justifier ses positions, ce qui a été fait. Cette motion n'est pas compatible avec nos statuts. Je veux dire, le calendrier que vous proposez pour la remise, la modification de nos statuts ne répond pas aux exigences d'une association comme la nôtre reconnue d'utilité publique. Ceci dit, Pascal Ribes vous l'a rappelé ce matin, il va y avoir une collaboration dans la construction des nouveaux statuts, puisque les CAPFD vont, dès la première proposition de texte, être associés à cette modification. Donc je ne vois pas en quoi nous ne répondons pas à votre préoccupation sur la démocratie concernant précisément cette motion. Quel faux cul. Autre question de madame. Hypocrite. Oui, c'est encore Martine Meudonnet, je suis désolée. Mais j'ai une réaction, c'est très bien on travaille sur la démocratie, mais est-ce qu'on a besoin d'un observatoire pour constater qu'on n'est que 200 personnes sur 20 000 et que comme on ne peut pas voter par procuration, par correspondance, et que beaucoup de personnes ne donnent pas les procurations parce qu'on n'est que 500, est-ce qu'on a besoin d'un observateur pour permettre à tous nos adhérents de voter? Comme on le fait pour les élections du CA, par exemple. Alors, je pense que précisément, cet observatoire pourrait approfondir la question et faire des propositions, peut-être celles que vous faites actuellement. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que dans l'avenir, compte tenu des constatations, des observations qui auront été faites, les propositions pourront conduire notamment à ce que vous demandez. Oui, madame. Allez-y. Est-ce que je peux enfin poser ma question? Et j'ai une vraie question. Je ne suis pas là pour faire une déclaration ou y appeler à un certain type de vote. Sonia Lavenir, représentante départementale de la Haute-Garonne. Et ma question très précise, c'est par rapport à la désignation par le conseil d'administration des personnes qualifiées. Alors, ces personnes qui seront donc désignées par le CA, elles sont désignées suite à quoi? À une candidature spontanée, à une cooptation ou à une recommandation? À une recherche, je vous ai donné le profil des deux personnes qui ont été auditionnées. Ça, c'est les deux personnes extérieures auditionnées. Les deux personnes extérieures, c'est ça, oui. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, mais on parle qu'en tout, il y aura entre 3 et 4 personnes qualifiées. C'est ça, ce sont ces personnes-là de l'extérieur, évidemment. Extérieur, et qui ont une connaissance, une expérience en matière d'association. La Fonda, je pense que c'est quelque chose de reconnu. Oui. Voilà, donc je vous ai donné... Donc c'est ça, donc ça veut dire que toutes ces personnes qualifiées sont bien des personnes
externe à l'APF. Absolument. Voilà, c'est juste là-dessus que j'avais besoin d'avoir les précisions. Eh ben, c'est l'objet même, c'est l'essence même de l'Observatoire, c'est d'avoir un regard extérieur par des personnes qui ont qualité pour avoir ce regard. Si vous avez des propositions sur d'autres personnes, nous sommes preneurs. Hein. Et ces personnes-là, elles interviennent à titre bénévole, elles ne sont pas rémunérées pour ça. Absolument. Merci, nous allons passer donc au vote de l'orientation que je vais vous lire. Les adhérents de l'APF réunis en Assemblée Générale de l'Association des Paralysés de France le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand créent un observatoire de la démocratie à l'APF selon les modalités exposées dans le document Création de l'Observatoire de la démocratie à l'APF. L'Observatoire de la démocratie présentera ses principales observations et préconisations annuellement en Assemblée Générale principale. Vous connaissez le principe maintenant. Le vote est ouvert. Bouton 1 pour répondre oui, bouton 2 pour répondre non et bouton 3 pour vous abstenir. Le vote est ouvert, vous pouvez donc répondre avec votre petit vote. Et le résultat est que l'orientation est adoptée à 322 voix. Nous allons maintenant aborder le retour de vos contributions avec Karen Darnaud qui arrive pour nous rejoindre et qui va nous parler de l'évolution des délégations. Pour parler de l'évolution des délégations, nous allons d'abord vous présenter la synthèse des contributions des conseils APF et des commissions nationales. Ensuite, nous entendrons les acteurs de 2 territoires qui nous diront comment cette évolution se passe concrètement chez eux. Enfin, avant d'ouvrir le débat, nous présenterons les propositions et les perspectives pour l'année 2016-2018. Pour conclure, chacun d'entre vous pourra choisir 3 priorités. Toutes les infos que nous avons présentées se trouvent dans le document 9 que vous avez dans votre pochette. Voilà, alors nous allons commencer par une rapide synthèse des constats qui ont été dressés par les conseils APF de département et les conseils APF de région, les 45 qui ont contribué. Vous les retrouvez donc dans ce document numéro 9, c'est les pages 1 et 2 si vous avez ça sous la main. Alors dans cette synthèse, il y a tout d'abord 3 défis qui sont clairement énoncés à travers l'ensemble de ces contributions. Le premier défi qui est énoncé, c'est celui de la communication et des coopérations. Pour faire très rapide, les contributeurs disent la communication entre tous les acteurs est vraiment centrale, mais aujourd'hui elle est jugée insuffisante dans certaines délégations, insuffisante entre le local et le national, voire avec d'autres associations, malgré tous nos atouts. Ça, c'est le premier défi. Second défi qui est énoncé, c'est celui de la mobilisation des acteurs. Globalement, pour faire très rapide, les délégations expriment un manque de soutien aux élus et aux représentants, et très certainement un déficit de valorisation de leurs compétences et d'implication des bénévoles. Et puis enfin, le troisième défi qui est énoncé, c'est celui des moyens. Certaines délégations expriment le sentiment d'être débordées par l'étendue du territoire, même si la mutualisation est d'ores et déjà perçue très positivement par un certain nombre d'entre elles, par exemple pour l'accueil téléphonique, pour le développement des ressources, pour 2 exemples qui sont les plus souvent cités. Ça, c'était donc pour les 3 défis. En plus de ces 3 défis, le constat des conseils APF du département insiste sur 3 points d'attention. Le premier point d'attention, l'attention concerne la présence locale, notamment dans les zones les plus reculées. Le deuxième point d'attention porte sur la divergence d'appréciation entre les actions essentielles et les actions possibles. Le troisième et dernier point d'attention pointe l'influence sur les liens des structures avec le médico-social. Voilà les constats très synthétiques. Alors, du côté maintenant des attentes et des propositions qui sont formulées dans les contributions, elles sont très nombreuses, elles sont très diverses, et de façon synthétique, le groupe des 20 élus qui a fait la synthèse les a regroupées en 6 catégories, que je vais très rapidement illustrer. Alors, première catégorie, premier thème en termes d'attente et de propositions, il concerne la démocratie interne. Les propositions portent notamment
sur la place centrale que doivent occuper les CAPFD, hein, une insistance assez forte sur le fait de conserver ces CAPFD dans le cœur de notre démocratie, et puis bien sûr sur la formation des élus. Le deuxième thème en termes de proposition porte sur la communication interne. L'attente exprimée est celle d'un discours fédérateur et de projets communs motivants. On y parle aussi, dans beaucoup de contributions, d'un congrès national. Le troisième thème qui rassemble des propositions s'appelle lui développement. En quelques mots, il s'agit de développer d'une part la présence locale, d'autre part les coopérations interassociatives, et puis bien sûr les ressources. Le quatrième thème parle de la mobilisation des acteurs, avec de façon assez insistante l'idée d'une grande campagne d'adhésion qui pourrait partir des actions locales, hein, de stimuler la démarche d'adhésion à travers ça. Le cinquième thème évoque la mutualisation des moyens, on l'a déjà évoqué. Et enfin, dit un petit peu en dernier, mais très présent dans les contributions, le sixième thème dit que les délégations attendent très massivement qu'une solide démarche d'évaluation soit organisée et qu'elle permette la possibilité d'ajustement au regard de ce qui aura été évalué. Voilà l'ensemble donc des 6 éléments qui rassemblent les propositions et les attentes formulées. Voilà pour les synthèses des contributions. Avant d'aller plus loin, nous allons donner la parole aux acteurs de 2 territoires pour nous dire comment se passe la mise en œuvre de la nouvelle organisation chez eux. Pour commencer, voici 2 coups de projecteur sur les 2 Savoies et la Drôme et l'Ardèche. Alors je voudrais, avant de passer le micro à mon compère des 2 Savoies, préciser que ce texte, enfin ce petit texte qu'on vous présente a été élaboré à 2 claviers, celui d'un DT2A, donc un salarié, et d'une élue de l'autre côté. Merci. Donc la démarche de la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale, pilotée par la direction générale et par les directions régionales, mise en œuvre par les acteurs des délégations, les conseils APF de département, on en a parlé, les directeurs, les bénévoles, les adhérents, n'est pas toujours facile à vivre. Il est tout de même à noter que les retards et les informations parfois contradictoires ou arrivant au compte-gouttes n'ont pas forcément créé un climat facile à vivre, même si l'enjeu économique a été compris et accepté par l'ensemble des acteurs, presque. Le défi à relever est un challenge et source de renouveau. Sur les 2 territoires que sont Drôme-Ardèche et les 2 Savoies, nous avons constaté que la transparence, les nombreux temps d'échange et d'information au sein des CAPFD entre élus des CAPFD du territoire, avec les bénévoles, les adhérents, au sein des groupes relais, ou par l'intermédiaire de nos moyens de communication que sont les bulletins départementaux, mais aussi lors des assemblées générales, bien en amont, ont permis aux acteurs du mouvement de comprendre ou d'imaginer ce qui s'annonçait, de se projeter, de répondre aux inquiétudes, et cela sans faire de promesses qui ne pourraient être tenues, sauf celle d'avancer ensemble et de revoir à notre copie si nécessaire. Pour ces 2 territoires, la sincérité a payé et tous les acteurs sont partie prenante de la mise en œuvre du changement. L'une des difficultés a été de démystifier les croyances de chacun. Non, un département ne va pas dévorer l'autre tout cru. Non, nous ne ferons pas tout ensemble. Non, vous ne changerez pas de délégation. Non, la délégation ne va pas disparaître. Mais oui, la délégation gardera ses singularités et son identité sera préservée. Les objectifs de mutualisation ont pour but une économie financière ou de temps humain. Pour le reste, rien ne change, au-delà de l'organigramme et des efforts qui devront être mis en œuvre sur l'ensemble des groupes, initiatives, relais, l'organisation, les processus de décision, le financement, le transport, sont les questions de ces groupes, travail toujours en cours et non finalisé. Les mutualisations ont commencé à se mettre en place. Elles sont nombreuses, mais réalisables. Réfléchies
entre tous et accepté. L'accueil téléphonique, les véhicules, les bénévoles. Certains groupes relais et groupes d'initiative deviennent territoriaux, départementaux. Les réunions se font une fois sur deux sur l'un des départements puis sur l'autre. Les rencontres festives ou activités de loisirs s'ouvrent à l'autre département. Les réponses aux questions individuelles sont aussi une façon de mettre en commun les compétences de chacun. La semaine nationale, l'Odyssée. Un point de vigilance. Chaque délégation d'un territoire doit faire un pas vers l'autre et ne pas avoir l'impression de devoir tout copier. C'est un échange de bonnes pratiques et non une demande unilatérale. Il nous semble qu'au-delà des objectifs qualitatifs, quantitatifs et organisationnels, cette année 2016 nous permet d'apprendre à travailler ensemble, de créer une culture commune, une histoire commune. Les résultats chiffrés suivront en 2017. Et si les acteurs constituent une dynamique de réseau. Les difficultés sont communes à ces deux territoires. Ce sont le transport et la... Merci. Merci. Des questions dans la salle, des observations? Oui, monsieur. Est-ce qu'un micro peut y arriver? Chers amis, Gérard Chabert, représentant départemental de l'Indre-et-Loire, département 37. Quand je vous entends, j'ai l'impression de vivre un doux rêve. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous avez des solutions à tout. Tout est facile. On peut avoir des montagnes et les traverser. On va se rencontrer demain. Si on ne peut pas demain, ça sera après-demain. Mais on se rencontrera un jour. Il n'y a pas de problème. Si on a des problèmes d'argent, eh ben on va faire comme les copains. On va retrousser les manches. On va essayer d'en gagner un peu plus demain. Si c'est ça le discours optimiste des avenirs, de l'avenir des deux délégations, je dis non, là, on a tout faux. Je ne peux pas vivre le rêve que vous vivez et que vous nous décrivez. C'est impossible. Pas le nombre de délégations que nous sommes ici présentes peuvent croire un seul mot, mais un seul mot de ce que vous voulez dépeler. C'est un rêve. Laissez-moi terminer. Moi, le rêve que je vis au quotidien dans ma délégation, c'est la disparition d'un directeur de délégation compétent, qui avait en plus l'avantage de donner sa vie pour notre délégation. Cet homme-là, il a disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous avons une direction de territoire compétente, dévouée, mais débordée. Autant que l'attaché de délégation qui fait du bénévolat, qui aide, qui gère pour un département qui, ma foi, a des résultats assez encourageants. 2e de France pour le Handidon, avec une collecte merveilleuse et beaucoup d'initiatives en ce qui concerne nombre de sujets, l'accessibilité, le don, le partenariat entreprise, les ESAT, et j'en passe et des meilleurs. Mesdames, messieurs, ne sombrons pas dans le délire. Il ne s'agit pas de faire la guerre de tranchées ici. Je ne suis pas venu ici faire 300 km pour déclarer la guerre à quiconque. Mais il faut être réaliste. Il y a des bonnes choses en tout. Les idées, toutes les idées sont bonnes. Qu'elles soient de la direction générale, de la présidence, qu'elles soient aussi des régions. Mais je vous en supplie, ce que je demande moi ici, c'est le respect des bénévoles, l'attention des bénévoles et surtout, que les votes ne soient pas un semblant de vote. Et je veux dire, ne laissez pas une mauvaise impression dans la démarche que vous présentez là aujourd'hui. Ça serait vraiment triste que Clermont se termine par des quiproquos de ce type dès maintenant. Merci. Bravo, monsieur. Alors, je voudrais quand même vous répondre que c'est pas un rêve, c'est une réalité qui est déjà bien entamée sur les deux territoires. Donc, ça n'est pas simple tous les jours et c'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a décrit une procédure qui a été mise en place, qui a été anticipée, qui a été discutée, réfléchie avec tous et qui est amendable au fur et à mesure qu'on se rend compte des difficultés, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas.
Donc, c'est pas un rêve, c'est le quotidien de nos délégations. Moi, je crois que on a effectivement, il y a deux exemples qui ont été donnés. Je n'ai pas repéré où était la personne, Monsieur Chabert, d'accord. Il ne s'agit en aucun cas de décrire le monde des bisounours. Très bon dessin. Je crois qu'il y a une assemblée générale à l'APF avec un ensemble d'acteurs, bénévoles, élus, professionnels. Vraiment, je serais assez, comment dire, choqué qu'on dresse un bilan. On l'a dit tout à l'heure, on vient de démarrer la démarche, avec toute l'humilité qu'il faut avoir quand on a une démarche aussi ambitieuse. Et lorsqu'on a connu pendant ces 2 ou 3 dernières années des années difficiles, extrêmement difficiles, nourries d'inquiétudes de la part des élus, de la part des bénévoles et de la part des salariés. On commence tout juste, à sortir un petit peu la tête de l'eau et essayer d'imaginer le champ des possibles à partir de maintenant. Alors effectivement, soit on se dit on n'y arrivera pas, auquel cas il est évident qu'on n'y arrivera pas, soit on met les moyens. Quand je dis les moyens, il ne s'agit pas de trouver des sommes qui vont nous tomber du ciel. Les moyens, certains l'ont évoqué ce matin, c'est la formation, c'est une nouvelle organisation, c'est aujourd'hui, après 3 ans de gel des postes, là on va parler très clairement, ça fait 3 ans qu'il y a une politique de gel des postes, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un partait d'une délégation, elle n'était pas remplacée. J'y ai contribué pour ma part jusqu'en 2015. Aujourd'hui, depuis 2016, on ne gèle pas les postes, on embauche. Il y a eu 6 directeurs qui vont être recrutés, les annonces sont passées, et d'autres salariés au niveau des délégations APF qui sont en cours de recrutement. Donc, il me semble que lorsqu'on donne, on investit dans la formation des salariés, formation des bénévoles, qu'on recrute, ça c'est un signe clair d'avenir et de projet. Ça veut, quand on recrute, quand on forme, ça veut dire qu'on croit en notre projet. Et donc là, on est dans une dynamique plutôt positive du côté des délégations. On l'a dit, dans 1 an, d'ailleurs en mars, exactement en mars 2017, il y aura une évaluation du dispositif qui a été mis en place en début 2016. Une évaluation par l'ensemble des acteurs, à la fois par les élus, à la fois par les CAPFD, à la fois par les salariés des délégations et à la fois par la direction générale et le conseil d'administration. Une véritable démarche d'évaluation qualitative et bien évidemment quantitative, chiffrée, etc. Et j'espère bien qu'à partir de cette évaluation, eh bien, on bougera les lignes. Tiens, là on a été pas assez ambitieux, là on s'est trompé, là on a sous-estimé. C'est ça l'évaluation. Donc laissons un peu de temps au temps, même si c'est quand même contraint, pour prendre le risque de réussir. Merci. Une question dans la salle au fond. Oui. Excusez-moi, vous dites que l'APF, au niveau des délégations, embauche après 3 années de gel. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que les embauches sont sur des postes régionaux. Et je me dis que tout le travail de proximité qui est fait par des délégations et avec des baisses de temps de travail dans les postes dans les délégations, où va être le travail de terrain qui est fait au quotidien et de proximité, sans l'éloignement des régions et sans passer que par le téléphone. Les délégations, la grande force, c'est la proximité avec les usagers. Vous avez parlé des bénévoles. Les bénévoles, sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Mais on ne peut pas donner la totale responsabilité aux bénévoles sans qu'il y ait des salariés. Le moindre souci psychologiquement pour un bénévole, ça sera très difficile s'il y a des problèmes. Et il faut aussi un panel de bénévoles adapté. Les bénévoles ne sont pas des gens du métier du social. Et si c'est des hommes, ils ne passeront pas les femmes aux toilettes. Ça, c'est la réalité.
Je n'ai pas parlé, excusez-moi, je n'ai pas parlé des professionnels, je dis simplement qu'on ne peut pas leur laisser la responsabilité en cas de procès. Je crois. Prosper. S'il y a un problème et qu'il y a justice, on ne peut pas laisser la responsabilité à un bénévole. C'est à l'APF et aux salariés de l'APF d'avoir la responsabilité juridique en cas de problème. Et non pas aux bénévoles. Ils ne sont pas là pour ça. Bien dit. Et comme je l'ai dit, l'APF sans les bénévoles, ça n'existe pas. L'APF n'existe plus. C'est ce que j'ai dit en premier. Merci Madame Prosper de Gaulle pour éliminer un peu le quiproquo. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de quiproquo. Bien évidemment, je crois que le poids des... S'il y a une association qui peut vraiment se targuer d'avoir des bénévoles à la hauteur de l'ensemble des responsabilités, c'est bien l'APF et en particulier au niveau du mouvement. J'espère qu'il n'y a aucune équivoque autour de cette question-là, notamment en termes de responsabilité politique au niveau des bénévoles et bien évidemment au sein du mouvement. Je voulais juste revenir sur la première partie de votre question, qui est peut-être moins polémique, mais autour du volet régional des postes. Hein. Je crois que les postes, il y a peu de postes qui sont régionaux, hein, très peu de postes qui sont régionaux. Ça, il faut quand même l'entendre. Même si ces postes certains postes sont régionaux en termes d'expertise, notamment sur les ressources, sur la communication, sur l'accessibilité également, ces postes sont des postes aussi de proximité parce qu'ils se situent sur une localité précise, une délégation APF. Donc forcément, il y a un point d'attache. Mais la plupart des postes sont des postes de proximité. Je tiens vraiment à le repréciser parce que dans la nouvelle organisation, je crois que la proximité a été le maître mot et le fil rouge de l'ensemble de la réorganisation. Et on est vraiment d'accord, sans proximité, je pense qu'on perd tout un pan de bénévolat et d'action au niveau du mouvement et des délégations en particulier. Donc il y a vraiment un mix et c'est essentiellement des postes de proximité et non des postes régionaux. Merci. Dernière question avant que vous ayez à vous prononcer. Oui, monsieur. Moi, je n'avais pas calé. Dans le Pas-de-Calais, on a une salariée pour tout Pas-de-Calais, les bonhommes, la secrétaire, elle est trop fatiguée de trop travail. Alors, je ne connais pas le cas particulier. Ce que simplement je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs situations. Soit des délégations qui n'ont pas encore atteint l'effectif cible, puisqu'on a démarré les recrutements uniquement en début d'année. Donc aujourd'hui, quand j'ai dit qu'il y avait pas mal de recrutements en cours, c'est essentiellement, excusez-moi le terme, là où il y avait des trous dans la raquette. Ça, c'est le premier point. Quelque chose à laquelle on n'a pas forcément anticipé et qu'on essaye de régler en ce moment, c'est effectivement là où il y a l'effectif cible qui est atteint au niveau de la région, mais il y a au niveau de la proximité des carences, c'est-à-dire qu'il y a des délégations avec pratiquement un ETP, voire un demi-ETP. Et là, effectivement, par anticipation, on autorise des recrutements. Donc j'ai plusieurs cas qui nous ont été signalés, et à ce moment-là, bien évidemment, on anticipe le recrutement pour pas qu'il y ait l'absence de salariés sur une délégation. Merci. Alors, le temps qui va suivre, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez vous prononcer. Vous allez donc vous prononcer sur l'orientation que vous voulez donner pour accompagner le projet d'évolution des délégations.
Vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir faire même 3 choix. Vous allez devoir dire quelles sont les 3 orientations que vous voulez prioriser, les 3 thématiques que vous voulez prioriser. Cela ne veut pas dire que les autres thématiques sont abandonnées, cela veut dire que ce sont les 3 thématiques qui seront traitées en priorité. Pour ce faire, vous prenez votre boîtier comme ce matin. Alors là, le vote change un petit peu. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut avoir la liste des thématiques? Vous avez 5 thématiques. Démocratie ensemble, une véritable communication interne, le développement des territoires, la mobilisation des acteurs et les moyens pour l'action. Si vous estimez que c'est la 2, la 3 et la 4 qui sont à prioriser, vous allez taper dans l'ordre 2, 3, 4, puis send. Si vous estimez que c'est la 5, la 1 et la 2, vous taperez 5, 1, 2, puis send. Si vous voulez annuler, si vous êtes trompé, vous appuyez sur le bouton clear qui est en bas à gauche et vous recommencez. Ce matin, vous n'aviez pas besoin de mettre send pour valider. Cet après-midi, il faut absolument que vous validiez en appuyant sur send. Donc, vous choisissez les 3 thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, sachant bien que les autres thématiques ne seront pas abandonnées, mais ça vous permet de prioriser, vous en Assemblée Générale, les thématiques que vous voulez voir avancer. Et vous les rentrez sur votre petit clavier et vous appuyez sur Send. Donc le vote est ouvert, vous pouvez commencer. On va prendre le temps qu'il faut. J'espère avoir été assez clair et que chacun a pu comprendre le fonctionnement du boîtier pour les priorités. Alors, vous voulez que je répète comment on se sert du boîtier? Vous appuyez, vous avez 5 thématiques. Les thèmes. Alors, le thème numéro 1, c'est démocratie ensemble. Le thème numéro 2, c'est une véritable communication interne. Le thème numéro 3, c'est le développement des territoires. Le thème numéro 4, c'est la mobilisation des acteurs. Et le thème numéro 5, ce sont les moyens pour l'action. Je vais vous le répéter, démocratie ensemble, c'est le numéro 1. Une véritable communication interne, c'est le numéro 2. Le développement des territoires, c'est le numéro 3. La mobilisation des acteurs, c'est le numéro 4. Les moyens pour l'action, c'est le numéro 5. Vous tapez donc dans l'ordre de préférence les 3 numéros que vous voulez voir sortir. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton Send, le bouton en bas à droite de votre petite télécommande. La moitié des boîtiers ont été activés. Un, démocratie ensemble. 2, une véritable communication interne. 3, le développement des territoires. 4, la mobilisation des acteurs. 5, les moyens pour l'action. Ce sont les axes de développement qui ont été proposés avec la remontée de toutes vos contributions et qui ont donc été mises en avant afin d'être priorisés dans l'avenir pour l'année 2016-2017. Et vous en aurez bien sûr un compte-rendu fréquent et en tout cas au minimum à la prochaine Assemblée Générale, mais vous pourrez suivre les travaux. On est presque au plein. Est-ce que vous avez tous pu voter? Non. Ah, on a un boîtier rouge. Est-ce que quelqu'un peut aller régler le problème de boîtier rouge? Ça c'est rouge. Pascal, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu voter du coup maintenant? Oui? Eh bien le vote est clos. Et donc nous allons voir quelles sont les thématiques que vous souhaitez voir priorisées pour le développement, pour l'évolution des délégations. Dans 10 secondes.
vous avez choisi en priorité la thématique numéro 5, les moyens pour l'action, mutualisation et partage des pratiques. Vient en deuxième position la thématique numéro 4, la mobilisation des acteurs, l'adhésion, diversité des engagements et les liens avec l'équipe médico-sociale. Vient ensuite le numéro 2 qui est la véritable communication interne. Et puis ensuite le numéro 3, le développement. Et la numéro 1, démocratie ensemble. Je vous remercie et nous allons passer à la suite avec Pascal Ribes qui va nous parler d'un sujet dont nous avons entendu parler déjà plusieurs fois, qui est l'évolution des textes de l'APF. Pascal, est-ce que tu as un micro ? Merci. Bien. Alors, je voudrais dire d'abord que c'est une démarche qu'on a déjà évoquée ce matin et que vous avez vraiment tout le détail dans la pochette. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que compte tenu du manque de temps, vous avez tout dans la pochette. Et tout, absolument tout, est sur le site, puisque c'est une démarche vraiment transparente et ouverte, et ce, dès le premier stade des orientations, comme vous le savez, qui se termineront bientôt. Après, donc, que ce soit déterminé sur les orientations, sur les grandes orientations, les CAPFR, les comités techniques régionaux et les commissions nationales. D'ores et déjà, il y a plus de 100 contributions que vous pouvez voir absolument sur le site. À partir de ça, donc, cette démarche se termine bientôt, il y a encore quelques réunions en juillet, restera à tirer, à partir des résultats de ces orientations, la synthèse pour transposer des propositions et les traduire en dispositions textuelles. Et donc en texte version 1, puis une version 2 sur les statuts. Et nous attendons, j'allais dire, beaucoup de vous et de votre implication dans cette démarche-là dès septembre. Et ainsi que je l'ai annoncé ce matin, pour ce processus participatif vivant, sur la base donc, des contributions qui auront été apportées, nous associerons dès la première phase de synthèse de ces travaux, c'est-à-dire dès la rentrée de septembre, sur vos propositions, c'est-à-dire que sur la proposition des CAPVD, chaque région retiendra un acteur représentatif pour participer aux travaux du groupe Nouvelle Gouvernance, donc en charge de continuer la démarche et de traduire les orientations en texte. Voilà, les CAPFD, quant à eux, resteront bien évidemment au cœur de la démarche, puisque par la suite, au cœur du dispositif, puisque par la suite, ce sera un moment très important, ils auront en charge l'organisation en délégation des réunions d'adhérents avant le vote final sur les propositions. Merci. Merci Pascal. Des questions sur ce sujet qu'on a déjà évoqué pas mal de fois? Pas de questions. Est-ce que Pascal, on pourrait, j'abuse de votre présence, parler de la dynamique présidentielle? C'est possible? Pascal, la dynamique vers la présidentielle, vous savez, on arrive à l'orée 2017, à l'élection présidentielle, on en entend parler de plus en plus. L'APF n'est pas en reste de ce côté-là. Et donc, Pascal, agir ensemble. Ouais, on va dire. Donc c'est une démarche qui est absolument dynamique en vue de la présidentielle. On vient de lancer donc une campagne. L'APF en fait se lance dans la campagne de l'élection présidentielle et des législatives. Avec cette démarche, c'est vraiment donc une démarche ouverte, encore une fois, pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous.
hashtag 2017, agir ensemble pour une société solidaire, ouverte à tous et à toutes. C'est le titre de notre plateforme.